Venez découvrir avec nous le complexe religieux de Karnak, appelé Temple de Karnak ou simplement Karnak. Il comprend un vaste ensemble de ruines de temples, de chapelles, pylônes et d'autres bâtiments situés au nord de Thèbes, aujourd'hui la ville de Luxor en Égypte, sur la rive est du Nil. Nous allons y visiter l'enceinte d'Amon-Ré. Occupant une surface d'environ 250 000 m², cette enceinte est la plus étendue des 3 aires sacrées de Karnak et la seule qui est ouverte aux visiteurs. Nous sommes d'abord accueillis par un dromos, allée processionnelle bordée de criosphinx, entre les pas desquels se tiennent des statuettes osiriaques, portant à l'origine les noms de Thoutmôsis IV et d'Amenhotep III, que Ramsès II remplaça par le sien. C'est ainsi que nous apprenons que le complexe de Karnak a été reconstruit et développé pendant plus de 2000 ans par des pharaons successifs de la période du Moyen Empire à l'époque ptolémaïque. Temple le plus important de la 18e dynastie, il était consacré à la triade thébaine, avec à sa tête le dieu Amon-Ré. Le complexe était relié au temple de Luxor par l'allée des Sphinx, de près de 3 km de long. Après avoir passé le premier pylône, notre guide nous mène directement au lac sacré. Dans la culture égyptienne, le lac sacré qui accompagne souvent un temple est le siège de nombre de croyances religieuses. L'eau de ce lac proviendrait directement de Noun, l'océan des origines qui environne la Terre. Des magasins d'offrandes et des ateliers s'élevaient sur un monticule dominant le lac, au sud, servant à l'alimentation du dieu, dans le culte journalier. Sur les côtés étaient construits les logements pour les prêtres et une volière pour les oiseaux sacrés. Au bord du lac, Amenhotep III fit sculpter un monumental scarabée en rond de bosse sur un socle. C'est l'incarnation du dieu Atum Khepri, le principe créateur qui se manifeste dans le soleil levant en sortant des ténèbres. Il est le symbole des métamorphoses. Emblème des temples égyptiens, plusieurs obélisques furent érigés à chaque remaniement du site par plusieurs pharaons. Ainsi, les monolithes de Thoutmôsis II et de Hatshepsut furent abattus par Amenhotep III, les autres renversés par des séismes ou abattus après l'abandon des cultes puis débités. L'un des obélisques encore debout est l'œuvre de Thoutmôsis Ier. C'est un bloc de granit monolithique haut de 22 mètres environ et pesant quelques 140 tonnes. Derrière la zone du Moyen Empire se situe une extension construite par Thoutmôsis III, appelée à l'origine lac Menou, la demeure d'Amon. Il est de nos jours plus prosaïquement appelé salle des fêtes. Nous arrivons devant le sanctuaire de granit rose
dans lequel était gardée la barque portative d'Amon. Le temple d'Amon se déploie sur un axe perpendiculaire au Nil, auquel il était jadis relié par un canal de dérivation et un bassin artificiel. Un débarcadère servait à l'accostage de barques et navires remorqueurs pour les grandes cérémonies. La fête la plus somptueuse de l'Égypte pharaonique est la fête de l'Opé. Elle est célébrée tous les ans au mois de Paofi, deuxième mois de la saison des inondations. Cette belle fête, au cours de laquelle Amon-Ré, accompagné de son épouse et de son fils, sont portés en procession à Luxor. À l'origine, les festivités duraient 11 jours, mais finirent par s'étaler sur près d'un mois sous les Ramessides. Toutankhamon a été l'un des principaux bâtisseurs du temple. Son nom signifie « image vivante du dieu Amon ». Il monta sur le trône à l'âge de 9 ans et sous son court règne, la paix s'installa en Égypte, tandis que le culte d'Amon, abandonné par Akhénaton son père, était rétabli et que Thèbes, la ville sacrée d'Amon, redevenait la capitale de l'empire. Plusieurs pharaons portèrent le nom d'Aménophis ou Amenhotep pendant la 18e dynastie, le Nouvel Empire. Le règne d'Aménophis III constitue une période de prospérité et de splendeur artistique sans précédent. Aménophis deviendra dans cette Égypte pacifiée l'un des plus grands bâtisseurs de cette civilisation. Ayant commencé par le sanctuaire, point ultime du temple, nous remontons à présent l'allée centrale. Nous arrivons au niveau de la grande salle hypostyle, qui fut installée par Séti Ier. Le plafond, aujourd'hui disparu, était soutenu par 134 colonnes. Les colonnes, appareillées aux chapiteaux papyriformes, ouverts ou fermés, donnent à l'ensemble l'aspect d'une véritable forêt de pierres historiées. Les colonnes sont parfaitement alignées dans une immense salle de 103 mètres de long sur 53 mètres de large. Les supports des nefs latérales mesurent 15 mètres de haut pour une circonférence de quelques 8 mètres de large. L'ensemble de l'édifice était recouvert d'un plafond de dalles dont la partie centrale la plus élevée permettait la pose de fenêtres à claustras qui dispensaient l'éclairage de la nef, alors que les bas-côtés restaient dans la pénombre, à peine éclairés par un pinceau de lumière émanant des rares ouvertures pratiquées dans le plafond. Les murs extérieurs sont consacrés à la propagande royale, évoquent les campagnes victorieuses
de Séti Ier sur la face nord et de Ramsès II sur la face sud, en Libye et en Syro-Palestine. Dans le cadre d'une iconographie toute traditionnelle, Pharaon y figure en tant que garant de l'ordre cosmique, assurant le triomphe de Ma'at sur les forces du mal, qu'incarnent les ennemis de l'Égypte. Nous voici à présent de retour dans la grande cour devant le premier pylône. Ce vaste espace est fermé au nord et au sud par un mur de clôture et une colonnade monumentale. Au cours des siècles, la cour a été vidée de la plupart des statues et ex-voto qui y avaient été disposées. Face à nous se dresse le deuxième pylône. Il fut commencé par Harem-Eb, qui était le dernier pharaon de la 18e dynastie. Il fut complété par Ramsès II et sa décoration achevée par Ramsès III. Le premier pylône, au bloc grossièrement taillé et sans décoration, est resté inachevé. Il date pour l'essentiel de la 30e dynastie. Large de 113 mètres, il mesure 15 mètres d'épaisseur à sa base et 40 mètres de haut. Sur sa face postérieure, l'une des tours comporte encore les vestiges d'une rampe de construction en briques crues. L'enceinte d'Amon-Rê se caractérise par une complexité et une richesse extraordinaires, résultat d'une activité architecturale de près de 2 millénaires, ajoutant que certains secteurs n'ont pas été encore fouillés, de sorte qu'il est impossible de dresser l'inventaire complet des objets et bâtiments qui le composaient. La succession de constructions nécessitèrent le déplacement de plusieurs structures, comme par exemple pour la construction du kiosque de Taharqa, qui fit déplacer les sphinx du Dromos devant le portique Bubastide, un petit temple reposoir édifié par Ramsès III sur le modèle du temple funéraire de Médinée Abou. Dans la grande cour subsiste une triple chapelle reposoir des barques d'Amon-Rê, Mout et Khonsou, construite vers -1200 par Séti II. Cet immense complexe de temples était le centre de l'ancienne foi, alors que le pouvoir était concentré à Thèbes, l'actuel Luxor. Son importance religieuse se reflète dans sa grande superficie. Au-delà de son rôle religieux, le site servit également comme trésor, centre administratif et palais pour les pharaons du Nouvel Empire. Il est probable que Karnak soit le plus grand ensemble de temples jamais construit dans le monde. Cette importance est traduite par son nom, translittéré des hiéroglyphes par le plus estimé des lieux. Des travaux sont en cours depuis 2006
pour dégager l'allée de Sphinx qui reliait les temples de Karnak et le temple de Luxor sur près de 3 km. Lors de notre prochain partage, vous pourrez découvrir sur notre chaîne le temple de Luxor, l'un des plus spectaculaires temples d'Égypte.